Salut à vous les rêveurs, salut aux habitués, salut aux autres, salut aux petits nouveaux, j'espère que vous allez tous bien, donc comme je vous l'ai dit, parce qu'aujourd'hui on va passer tout simplement un petit moment magique. Et oui, je suis toujours autant le roi de la transition. Donc voilà, pour les nouveaux, je vais réexpliquer un petit peu comment ça se passe en fait cette histoire. Donc déjà je vais me présenter. Moi c'est Julien Cazorla, je suis l'auteur de la saga Gaillarnel, Chronique des Terres Nouvelles, que vous allez pouvoir trouver chez Entre Rêves Éditions. Donc voilà, c'est un roman de fantasy, hein, donc je vous invite à le voir, l'univers est super sympa et l'auteur est assez cool. Et du coup, il va vous expliquer là maintenant comment ça se passe. Je vous réexplique le principe des lives. Donc déjà, s'abonner à la page, ça aide. Et ensuite, voilà, vous pourrez même vous participer à ça en proposant des sujets parce que l'auteur va choisir un sujet, il va faire son speech par rapport à ça. Donc proposez vous-même des sujets. Les vôtres, ceux de vos amis, ceux de votre grand-mère, peu importe, balancez, nous on se fera un plaisir de les traiter en fait. Ensuite, là aussi c'est vraiment sympa, c'est un petit côté très... comme en salon, on se rencontre au final, et donc c'est génial, on arrive à échanger en direct. Vous me posez des questions, donc à la fin du petit speech, vous allez poser des questions à l'auteur, et puis on tâchera d'y répondre. Et moi je trouve que c'est un exercice qui est vraiment plutôt sympa. Donc voilà, aujourd'hui, comme je disais, je vais aborder un thème... qui est très important, qui est récurrent et très important dans la littérature de l'imaginaire, un thème sur la magie, tout simplement. Alors voilà, c'est un sujet qui est vraiment très intéressant, vous vous en doutez, c'est une thématique extrêmement vaste qui suscite de nombreuses et de différentes approches. Hello à tous. Donc bon, vous le savez, moi j'écris, c'est déjà une bonne chose, je ne suis pas théoricien, je ne suis pas professeur, j'ai fait quelques recherches du coup, et j'ai affiné ça un petit peu avec ma façon à moi de voir les choses, et je vais essayer de vous présenter, donc c'est un sujet qui est très vaste, donc moi j'ai choisi de l'articuler sur un point de vue un peu particulier, j'ai choisi de baser cette petite conférence autour des fameuses lois de Sanderson. Alors Sanderson Brandon, pour les intimes, c'est un auteur de fantasy américain, qui a écrit entre autres choses Fils des Brumes, les archives de Rohar et bien d'autres. Et ce texte, les lois de Sanderson, vous allez pouvoir, si ça vous intéresse, le consulter sur internet. Il est disponible en PDF gratuitement. Vous tapez lois de Sanderson et vous le trouvez. C'est assez instructif, en tout cas très intéressant. Donc comme je viens de vous le dire, le sujet abordé est vaste, et ça c'est peu de le dire. Nous allons donc commencer par le début, on va définir la magie. Et pour cela, rien de plus simple, plongeons-nous directement dans le dictionnaire de l'Académie française. Tadadam, attention, définition de la magie, je sors mes petites fiches. Art qui est censé donner le pouvoir de faire intervenir des puissances occultes afin de modifier le cours de la nature ou d'agir sur la destinée des hommes. Wow! Ouais, enfin voilà, moi ça m'a fait pareil, je trouve que ça envoie du lourd, mais bon, c'est assez sombre comme idée, hein, puissance occulte. Enfin, rappelez-vous tout de même que la magie a longtemps été honnie, a longtemps été bannie par les bien-pensants monothéistes, mais là, c'est une autre histoire, un autre débat, peut-être on verra ça une autre fois dans un prochain live. Bref, le premier mot qu'on peut lire dans cette définition, c'est art. Et ce qu'il y a de bien avec l'art, c'est que c'est subjectif, tout simplement. Alors, messieurs, mesdames de l'Académie française, je suis désolé, mais je préfère avoir ma propre définition et travailler avec ma façon de voir les choses. De toute façon, c'est mon live, je fais ce que je veux. Donc pour moi, la magie c'est quoi? La magie, c'est sortir un lapin de son chapeau. Ou couper une femme en deux sans tacher le tapis. C'est voler à cheval sur un balai. Invoquer un démon, un lapin adulte venu des enfers oubliés, pourquoi pas? Je sais pas ce que j'ai avec les lapins, c'est un petit truc. Hey, salut tout le monde. Non, vous m'avez pas l'air très convaincu. Pourtant, les sorciers, les mages, les prestidigités, les illusionnistes, on va la faire comme ça, et c'est bien ce qu'ils font. Et on appelle ça de la magie. En fait, la magie, pour moi, c'est quoi? C'est rendre possible l'impossible. C'est rendre tangible, rendre crédible le mensonge. C'est jouer avec la logique, c'est défier les lois de la nature. Et cela, que ce soit dans que ce soit dans la littérature, que ce soit au cinéma, que ce soit dans un spectacle, et vous voyez, on retrouve le lien avec l'art, encore une fois, ça va donner un pouvoir incommensurable aux écrivains et aux créateurs. Tout ça pourquoi? Pour qui? Pour un personnage? Pour une histoire? Eh ben non. Non, pour les lecteurs en fait, petits et grands.
car on est d'accord, ou pas d'ailleurs, je vous rappelle que c'est mon live de toute façon, la magie, qu'on soit tout petit, qu'on soit la mère, le père, l'arrière-grand-père de ce tout petit, lorsqu'elle est bien faite, lorsqu'elle est bien amenée, elle nous sidère tous. Mais attention, lorsqu'on utilise un pouvoir, quel qu'il soit, encore faut-il savoir se montrer respectueux des règles auxquelles il est soumis et aux aptitudes qu'il offre. Et c'est pas le grand-père de Peter Parker qui viendra me contredire sur ce coup-là. Donc, pour cela, notre ami Brandon Sanderson, pour ceux qui suivent, a, à l'instar d'Asimov et de ses fameuses lois sur la robotique, édicté 3 lois sur la magie. Donc, la première règle du fight... Non, pardon, je me suis trompé de fiche. Voilà, donc, pardon, je reprends. La première de ces lois est la suivante. La possibilité pour l'auteur de résoudre un conflit par la magie est directement proportionnelle à la manière dont le lecteur comprend cette magie. Voilà, j'ai fait pareil que vous, sauf que j'avais le texte, je l'ai lu plusieurs fois, donc je vous invite vraiment à aller le voir. Mais en gros, si votre magicien est super balèze, et qu'en plus, il n'y a ni règles, ni explications pour régir tout ça, ben, tout simplement, il n'y a pas d'histoire en fait. Exemple, Gandalf. Gandalf, c'est un magicien qui est plutôt doué. Si, il est plutôt doué. Mais du coup, il utilise la magie, c'est un mage, très bien. Mais il n'y a pas plus d'explication à son pouvoir, un peu comme dans Harry Potter. Il y a de la magie dans leur univers, mais tout ne va pas tourner autour de cet élément. Le magicien gris, ou blanc, peu importe le clin d'œil de Peter à Michael, utilise ses facultés de manière sporadique, jamais réellement efficace, par rapport à la quête principale, j'entends. La question qui était émise dans le trailer un petit peu, oui c'est ça. Pourquoi ne pas envoyer Frodon directement dans la montagne du destin avec ses copains les aigles géants? Pourquoi pas brûler toute une bande d'orques avec un coup de bâton? Alors que, soit dit en passant, il arrive à stopper un balrog super vénère juste en tapant sur un pont. Ben pour laisser les protagonistes vivre leur aventure et créer l'histoire en fait, pour le plaisir du lecteur, tout simplement. Elle est là la magie, la vraie. On appelle cette façon de présenter du coup la magie douce. Le lecteur va percevoir la magie dans son côté merveilleux, comme un feu d'artifice. C'est joli, ça aide un peu, mais ça ne résout pas les problèmes. Dans un autre livre de notre ami et célèbre Kevin Gagna, donc dans Kingdom of Angels, les anges sont dotés de certains pouvoirs, parce que ce sont des anges. On n'en sait pas plus, en tout cas pour le moment. Et pourtant, ils vont devoir se battre pour avancer. Et ils se battent souvent. Par contre, voilà, un de leur tour, et non des moindres, ils peuvent invoquer des armes, ils peuvent invoquer des armures plutôt badass qui vont les aider en fait. La magie est là, elle ne résout pas tout, elle est un outil dont les protagonistes vont se servir pour avancer dans l'histoire. Mais au contraire, vous avez la magie dure, donc magie douce, magie dure, et vous avez un peu le curseur qui va entre ces deux extrêmes. La magie dure, donc, elle va avoir des règles strictes établies dès le début du récit, limite dogmatiques, pour encadrer un petit peu. Et là, on va avoir l'accent va être mis sur la magie plus. Par exemple, je prends Death Note. Death Note, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un manga dans lequel, en gros, un dieu de la mort s'ennuie et il balance sur Terre le Death Note, donc un cahier, dans lequel l'utilisateur va pouvoir tuer des gens juste en y écrivant leur nom. Pas seulement, je simplifie. Il y a tout un règlement à suivre pour que ça fonctionne et que ça ne se retourne pas contre vous, en fait. Et donc ici, l'utilisateur et le lecteur sont au courant, ils savent tous les deux comment ça fonctionne. La magie, elle est moins merveilleuse, entre guillemets, mais tout aussi efficace. Et tout le travail de l'auteur va consister à faire en sorte que le lecteur s'émerveille de la façon dont les personnages vont devoir essayer d'enfreindre ces règles ou être bloqués par celles-ci. Enfin, il va y avoir tout un jeu autour de ça. La deuxième loi de Sanderson, les contraintes sont plus importantes que les capacités. Et oui, sinon, encore une fois, c'est trop facile pour le héros, pour le sorcier maudit, peu importe. Je claque des doigts, je tue toute ton armée. Ok, super. Et l'histoire, elle est finie. Il se passe rien. Donc voilà, là encore une fois, il y a des limites à la magie. Il va y avoir un coup, ou les deux, ou plus encore, pour accentuer l'effet sur l'histoire, en fait. Pour pas tout donner au pouvoir. Dans Harry Potter, par exemple, les sorciers, quel que soit leur niveau, ne peuvent pas utiliser de sorts sans baguette. Et encore, sans leur baguette. Sinon, il peut y avoir des petites surprises. Alors perso, moi j'ai essayé, mais ça n'a rien donné.
Je suis désolé, je voulais la placer celle-là. Autre exemple, pardon. Je vais rebondir là-dessus maintenant en vous parlant de Guy Arnell, dont je suis l'auteur, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc un autre exemple, certains personnages vont avoir des pouvoirs liés à la magie, mais le fait de les utiliser va causer par exemple des vertiges, une pétrification passagère. Ce qui va rendre le magicien, l'utilisateur, capable de se servir d'un pouvoir contre un ennemi, par exemple, mais ça va le rendre vulnérable à ce moment-là. Et ça fait une question d'équilibre en fait, tout simplement. Et ça, c'est intéressant dans l'intrigue, il va falloir avancer avec ça. Il va falloir que les héros, les protagonistes, vont devoir s'adapter et le lecteur va suivre cette adaptation en fait. Et ça va créer un intérêt, en fait, un intérêt à la lecture du récit. Ça va emmener le lecteur à comprendre le fonctionnement de cette magie pour avancer avec le ou les héros en fait dans l'histoire. Un autre exemple, dans Akkad. Akkad, la saga d'Annelise Blasco, donc qui est l'auteur et de la saga et directrice de la maison d'édition L'Entre-Rêves. Dans Akkad, donc l'héritière, c'est juste la fille la plus puissante de l'univers, puisque son pouvoir repose sur sa volonté. En gros, c'est Captain Marvel, mais en moins fade. Alors, pourquoi est-ce qu'elle met juste pas fin aux ambitions du géant en disant ouais, je veux que ça s'arrête? Non, parce que ça aurait un coût, et pas des moindres cette fois-ci. Utiliser ce pouvoir pour changer le cours des choses l'emmènerait à franchir un cap et à plonger vers le côté obscur. Ce qui est un peu un des moteurs de l'intrigue de cette saga. Je vais juste en profiter pour boire un petit peu, faire un petit peu de pub, entre rêves, hein, toujours, le fameux mug qu'on retrouve à tous nos lives, infidèle. Et je bois un coup parce que je vais aborder maintenant la troisième loi de Sanderson, développer ce que vous possédez déjà avant d'ajouter quelque chose de nouveau. Ok, alors cette règle, elle va avoir, à mon sens, une influence plus importante sur le monde, sur l'univers de l'histoire que sur vraiment les utilisateurs de la magie ou le pouvoir en lui-même. En effet, dans un monde où la magie existe, il nécessite d'être créé, d'être imaginé avec cette notion. Et donc il va falloir ajouter de la profondeur à l'histoire. Un exemple dans l'Enfeuse de Troie, je ne sais jamais si quelqu'un a la solution, vous me le direz. Chaque habitant, ou presque, a un don pour la magie. Mais les pouvoirs sont assez aléatoires. Pouvoir raccourcir le temps de dessalaison de la morue, pouvoir cracher de la lave à 50 mètres, bah c'est pas pareil. Et du coup, bah, ça peut créer des conflits, de la jalousie, l'intervention d'une élite, une quête au pouvoir. Un autre exemple intéressant, dans les chroniques de Natalia, de mon ami Laure-Emmanuel Lasserre, la magie, qu'on appellera le talent, est accessible à tous, mais attention, seuls les sorciers, ou presque, peuvent utiliser le pouvoir directement. Pour les autres, les alchimistes ont inventé un système de pierre-esprit qui va permettre l'utilisation de la magie pour les usages quotidiens. Je simplifie, hein, je vous invite à lire le livre. Un peu comme aujourd'hui, en fait, dans notre monde, les ingénieurs et la technologie, voilà. Vous avez quelqu'un qui peut utiliser un pouvoir, nous on ne peut pas, il crée un outil qui va nous permettre de l'utiliser indirectement. Par contre, un peu comme dans notre monde, ça coûte une blinde et c'est donc réservé à une élite. Et là aussi, eh bien, on arrive à créer tout un système social autour de ça en fait. La magie, on l'a, on l'explique, et ça permet la création d'autres choses derrière. Dans un autre registre, vous avez des mondes dans lesquels seulement une minorité de personnages peuvent utiliser la magie. Que vont-ils en faire, etc., etc. Sans vouloir être manichéen, je simplifie. Le mage, est-ce qu'il va faire le bien ou le mal? La sorcière, on va l'aider ou on va l'attaquer? Et je sais pas, effet papillon. Si je jette un sort de résurrection, est-ce que je dois faire mourir quelqu'un d'autre pour pas voler la camarde et déséquilibrer l'univers? J'ajoute à cela quelque chose d'important. Qui n'a pas été repris dans les lois de Sanderson, mais qui pour moi est d'une importance capitale. La magie ne doit pas répondre à tout. Dans certaines religions ont testé, on y est revenu de toute façon. Un exemple, oh magnifique, ce château vole dans le ciel. Oui, c'est magique. Ouais, c'est magique. Ok, super, mais pourquoi? Qui a fait ça? Pourquoi? Quel est le but? À quoi ça sert? Pour qui? La magie doit avoir un but dans toutes les histoires, qu'elle soit douce, qu'elle soit dure, peu importe son rôle, elle ne peut pas répondre aux choses directement, elle doit avoir un but. Là, j'ai cité que quelques exemples, mais voilà, ces règles vont être très importantes dans la création d'une œuvre. La magie peut partir dans tous les sens, sinon nous avons besoin d'une sorte de cadre. Un peu comme avec l'imagination, j'en parlais dans mon premier live. Si on ne cadre pas les choses, ça part dans tous les sens. Non.
Mais autant pour celui qui va créer en fait l'histoire, autant pour lui, autant que pour celui qui va regarder le film ou qui va lire le livre. Elle jette une base solide, intéressante, quant à l'utilisation de la magie. C'est vraiment un sujet passionnant qui mériterait d'autres approches. Pourquoi pas dans d'autres lives, hein. On pourrait vous parler de magie blanche, de magie noire, de magie verte, rouge, runique, comme dans Gaïarnel, je fais un petit clin d'œil. Mais en y réfléchissant bien, à chaque fois, en fait, les lois de Sanderson s'appliquent. Elles viennent s'appliquer à ça. Puis on va pas commencer ici à débattre de quelle couleur est plus sympa qu'une autre. Non, la magie, c'est pouvoir être témoin de ce mélange de couleurs, en fait, justement. La vraie magie, c'est pouvoir s'émerveiller devant un feu d'artifice, de pouvoir s'émerveiller devant l'éclosion d'un bourgeon, le rire d'un enfant, l'apparition d'un arc-en-ciel. Même si on sait comment ça fonctionne, même si les règles sont connues. Certains peuples penseront que c'est divin, d'autres savent que c'est technologique ou ça appartient aux lois de la nature. Mais un enfant ou un grand enfant, d'où qu'il vienne, il se posera même pas la question. Il va juste apprécier. Non, la plus belle chose que nous apporte la magie, son véritable pouvoir, c'est l'émerveillement qui procure et qui fait sourire tout le monde. Ouais, là j'ai été très très bon, hein. Vous penserez à moi pour la remise du prochain prix Nobel de littérature, hein. Je pense que je l'ai mérité, je penserai à vous dans mes remerciements. Enfin bref, revenons-en à nos moutons, hein. On va en revenir à un autre sujet. Je vous ai parlé de ces trois lois qui étaient assez importantes et qui posent les bases de la magie dans la création. Maintenant, si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'essayer d'y répondre en tout cas, donc allez-y, je suis tout à vous.